C'est ce que je vous disais rapidement tout à l'heure. Bon, il faut imaginer l'exposition avec 55 panneaux dans ce format-là. Donc il y a aussi un travail sur... on a travaillé avec des graphistes, hein. Il y a aussi un travail avec des graphistes. L'idée qu'on avait au départ, elle est quand même relativement simple, c'est de faire connaître les éditions Maspero à une génération qui ne le connaissait pas, hein, ou qui connaît mal les éditions Maspero. C'était ça l'enjeu, hein. Et on en avait parlé avec François, et François me dit « mais vous rêvez Bruno, ça n'intéresse plus personne ». Et on s'est rendu compte au fil du temps où cette exposition a voyagé, qu'en fait les gens venaient, on a vu ça à Lyon, on a vu ça à Strasbourg, il y a des gens qui venaient voir 3-4 fois l'exposition, elle est dense, hein, il y a beaucoup de textes, bon. Elle est volontairement dense, et les gens venaient, revenaient, prenaient des notes. La directrice de la médiathèque de Strasbourg, la médiathèque André Malraux, elle me dit je vois rarement ça, des gens qui viennent une fois, 2 fois, qui prennent des notes. Voilà. Et puis, est lié à l'exposition. Voilà, donc c'est ce qu'on voulait faire, ça c'est le premier point qu'on voulait faire. Le deuxième, je le redis parce que voilà, François Maspero est un magnifique écrivain, je vous engage, si vous ne l'avez pas lu, à le lire, hein, c'est un magnifique écrivain. Et on a voulu rendre hommage à cet écrivain-là. Et voilà, je crois que c'est... Bon, ça avait du sens, fondamentalement ça a du sens. Et est lié aussi à l'exposition comment dirais-je, la vie des éditions Maspero à travers des vitrines, hein. Donc on a là, à travers la vie des éditions Maspero, ça c'est un travail aussi qu'on a fait avec Julien, hein, on a comment ça fonctionnait finalement, le tirage des ouvrages, la solidarité autour des éditions Maspero. Donc là il y a une série de documents qui y compris sont des originaux. Donc on a travaillé avec l'IMEC, hein, l'IMEC était partie prenante de l'exposition. Bon, la région Rhône-Alpes, mais peu importe, et puis la ville de Lyon. C'était très compliqué parce que l'IMEC, François Maspero, a refusé de déposer ses archives, je pense que c'est toujours le cas. Donc, quand on allait chercher des archives, il fallait chercher les amis de François Maspero qui acceptent de donner ou pas donner, de prêter ou pas prêter, hein. C'est quand même comme ça qu'on a travaillé. Il y avait très peu de choses à l'IMEC. Voilà, donc on a travaillé beaucoup avec des gens qui ont travaillé avec François dans les éditions ou dans la librairie, hein. Voilà, y compris, il y avait des très belles choses sur le... Il y a un magnifique panneau qui est lié à l'exposition au moment du coup d'état des colonels. C'était en fait un truc en papier qui a été fait au sein même de la librairie Maspero, hein, voilà. Et par des étudiants des Beaux-Arts. Voilà. Et là, bon, on l'a récupéré par Jean-Philippe Bernigaud. Voilà. Voilà. Donc on avait fait comme ça un travail auprès de gens qui étaient dans la proximité de François. Voilà, et je trouve qu'aujourd'hui, la chose qui est réussie, c'est effectivement porter à la connaissance des gens, je dirais presque cette chose presque inconnue finalement, pour une génération, hein, presque inconnue, et l'intérêt de cette génération, aller fouiller dans cette histoire-là. Voilà, moi je trouve que c'est une des choses de l'exposition qui a été réussie. Voilà, après ça on a voulu rendre, bon là vous avez le panneau qu'on a fait sur Frantz Fanon, on a fait un panneau identique sur la réédition sur Paul Nizan. Parce que bon, Maspero était très content d'avoir pu rééditer Paul Nizan, y compris, bon, ça le faisait rire sur l'histoire, hein, entre Paul Nizan et le Parti communiste, et bon, et ça lui a fait, y compris pour lui, c'était un sens, hein, la réédition de Paul Nizan était un sens, donc voilà, on a fait un panneau sur Paul Nizan. François Maspero a accepté le deal suivant, c'était assez compliqué pour nous, c'est qu'on faisait l'exposition et lui ne voyait rien. Donc on s'est dit, qu'est-ce qui va se passer le premier jour? Qu'est-ce qui va se passer le premier jour? Donc on lui a montré 2 heures avant l'ouverture de l'exposition à Lyon. On a fait la tournée de l'exposition avec lui. Bon, et ça a passé. Donc voilà, mais sur l'exposition, il a carte blanche. Et il m'a dit, de toute façon, il nous a dit, hein, je veux même pas voir. Parce que je vais vous dire que ça va pas, que vous faites des conneries, on va s'énerver. Donc je veux même pas voir. La seule chose qu'on a fait avec lui, c'est le livre que je vous ai montré, hein. Ça, par contre, on lui a amené les textes. On a discuté avec lui des textes qu'on voulait, et il a fait la mise en... C'est pratiquement son dernier livre, hein, la mise en page. Il a y compris travaillé sur la maquette avec un ami à lui qui s'appelle Patrick Lescure, hein, qui a été une des personnes qui a beaucoup aidé Maspero lorsqu'il avait des difficultés financières, hein. Tous les deux, ils ont fait la maquette du livre, voilà. C'est-à-dire que François Maspero, sans doute, n'a jamais véritablement cessé d'être éditeur. Hein. Ouais. Le livre de Valero, les poèmes de Valero qu'il a traduits, il a exigé des éditions du Seuil de faire le livre en entier. C'est-à-dire de le composer et de le maqueter lui. Ouais, c'est vrai. Donc on le soupçonne sans tout à fait être sûr qu'il en a depuis son arrêt aux éditions en 82. Outre son travail de traducteur, il a fait des livres pour les autres, encore très discrètement. Avec un savoir-faire qui n'avait pas failli. Alors, la chose aussi, c'est que, finalement, au gré des espaces et des endroits, Bruno avait prévu avec
le contexte, la guerre d'Algérie, la librairie, les lieux, les choses comme ça. Et on a redistribué selon les espaces, si c'était une nouvelle médiathèque, si c'était un open space, si c'était des lieux, un bel hôtel gothique comme au musée de l'imprimerie où l'exposition a été lancée en septembre 2009. On avait des espaces différents et donc en fait on a redéployé ces quelques 55 panneaux très très différemment à chaque fois. Parfois en isolant le Maspero auteur, parfois en mettant plus en jeu la dimension sciences humaines et sociales, toutes les révolutions qu'il a amenées, parce que c'est quand même quelqu'un qui a accepté de publier des recherches en cours, qui a accepté de publier des recueils d'articles. Mythes et pensées chez les Grecs, c'est des recueils d'articles, ça ne se publiait pas à l'époque. Donc il a vraiment été un grand rénovateur, très contemporain de Pierre Nora pour ça, de la forme livre et de ce qu'on pouvait en faire. Du point de vue des sciences humaines et sociales, ça c'était quelque chose d'important. Donc on a replié et redéplié, on lui a restitué une forme de cohérence avec toutes les contradictions d'un parcours, d'un homme et des époques, mais on a, voilà. Et chaque fois qu'il venait voir l'exposition, qu'il s'était engagé à la suivre, c'était un peu, voilà, il revenait dans le dédale de son existence, ce qui n'a pas été tout le temps sans douleur, parce que la première, chaque fois qu'il était poursuivi par les voleurs de la joie de lire, jusqu'à la dernière sortie avant sa mort, la dernière sortie publique à la Maison des Métallos, la première question a été j'ai volé chez vous, je suis très fier, ou il faut m'excuser. Bon, et ça leur a poursuivi vraiment toute sa vie. Il n'excusait pas. Et lui, il n'a jamais excusé. Vraiment, voilà. Mais c'est un truc extraordinaire parce que c'est vrai, tu as raison. Chaque fois qu'on a présenté l'exposition ou le film, il y a toujours eu quelqu'un pour dire ouais, je venais chez vous pour voler. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Ah ouais, c'est véridique, c'est un truc de dingue. À la Maison des Métallos, ça a failli mal finir, François a failli partir. Il a failli partir, quoi. Donc ça dit quand même quelque chose de ces années-là. L'article 14 de la loi sur la presse de 1881 sur la provenance étrangère qui a permis de censurer toute la France-Afrique et tricontinentale. Avec des amendes qui étaient très fortes, parce que 18 000 francs, c'est presque 18 000 euros d'aujourd'hui. Donc là, c'était vraiment, ça tapait vraiment très fort. Tandis que pendant la guerre d'Algérie, effectivement, on censurait beaucoup. Maspero a été la maison d'édition la plus censurée avec Minuit, avec des choses très, très... Bon, mais de ce point de vue-là, c'était des interdictions, des saisies parfois jusqu'à l'imprimerie, au brochage, mais aucune n'a jamais été suivie d'un procès, ni même d'amende. Mais après, bon, on n'avait plus les livres. Quand on les avait 4 ans après, c'était quasiment invendable. Mais il y a des choses qui se vendaient sous le manteau. Fanon, c'est 30 à 40 000 exemplaires vendus interdits pendant la guerre d'Algérie. Un succès vraiment considérable. On parle beaucoup dans ces inédits des inédits des correspondances entre Fanon et Maspero. Sur la façon dont... Ouais, il n'y en a pas beaucoup. C'est des très beaux c'est des très beaux textes, de part de Fanon, plein de gratitude, parce qu'il était à l'article de la mort, mais voilà. Mais il paraît qu'il y en a une ou deux qui ont disparu. Alors, à la fin de la guerre d'Algérie, Maspero va essayer de faire un recueil des textes de Fanon, y compris aller chercher dans El Moudjahid les textes qu'il aurait écrits sans les signer. Donc il y a toute une... Alors est-ce qu'elle existe encore? Il y a toute une correspondance pour aller chercher tous les collaborateurs du Moudjahid à Tunis, pour qu'ils puissent identifier ce qui pouvait appartenir à Fanon. Il y a eu des problèmes d'archives aussi, du côté des femmes de Fanon, qui ont fait que ça a rendu les choses un peu compliquées. Et jusqu'à aujourd'hui, toujours compliquées. Toujours compliquées. Voilà. Donc pour l'anecdote, Maspero aura été puni par un procès une seule fois, c'est parce que il avait à la joie de lire sous clé un bouquin de Sade, sous cellophane, on l'a condamné sur l'article de 1940. Mais ils ont réussi à le condamner une fois. Mais voilà. Et à part ça, ils n'arrivaient pas à mettre des amendes à cette époque-là parce qu'ils avaient très peur des procès
Et c'est aussi pour ça que Maspero a dénoncé Dissecto 61 dans un terme aussi virulent, c'est qu'ils espéraient des procès qui puissent transformer, comme pour le procès de Georges Arnaud, en des tribunes contre la guerre, où là, ils pouvaient vraiment apporter les preuves. Voilà. Donc là, c'est un petit morceau sur ce temps-là, ce temps algérien et ce temps cubain de Maspero. Mais sur le versant cubain de Maspero... Il n'y a pas eu d'émeute d'amende, hein, il y a une privation de droits civiques. Prison ferme. Prison ferme. Prison ferme. Il est amnistié par Giscard d'Estaing. Oui, parce qu'il faisait partie, à ce moment-là, il faisait partie des peines inférieures à 1 an qui étaient amnistiées à l'élection de Giscard d'Estaing. Voilà. Et pourtant, ils auront tout tenté, tous les recours possibles, jusqu'au Conseil d'État de recours. Impossible. Et cet article aurait permis d'interdire Shakespeare ou d'interdire James Joyce. C'est ce qu'il disait d'ailleurs là. Il est visible où l'exposition actuellement? Actuellement, elle n'est pas visible. Bon, la prochaine fois où elle est visible dans son entier, c'est en Suisse, à Lausanne. Pour les 40... Au mois de novembre. À Lausanne, au mois de novembre, pour les 40 ans des éditions d'en bas, qui sont un peu les héritières de l'édition politique en Suisse. On peut la passer où on veut. Voilà. Oui. Ça serait bien. À la BDIC. Alors, après ça, on peut rentrer sur les difficultés qu'on a eues pour présenter l'exposition à Paris. Je vais, si vous voulez, le... Paris, c'est intéressant parce que on a essayé de trouver un lieu à Paris et on a... Mais qui c'est ces Lyonnais qui ont fait ça? Non, mais on a eu ce problème véridique. Hein. Quand on a fait le film, qui sont ces gens pour avoir fait François Maspero et travailler avec eux? Donc sur Paris Intramuros, on a eu ce problème-là. Et ça s'est débloqué à un moment donné avec Paris 8. Ça a pu être présenté à Paris 8. Voilà, mais sur la Paris Intramuros, on a ce problème-là. Après ça, bon, l'exposition, elle tourne, hein, elle est toujours, voilà, on peut la présenter. Parmi les remontées là, que je viens de voir, si je puis dire, c'est un des auteurs les plus édités par Maspero, c'est Pierre Jallet, Ouais. c'est un pseudonyme. Ouais. C'est incroyable ce qu'il a pu vendre des bouquins de Jallet, alors qu'aujourd'hui, personne ne sait plus qui est Pierre Jallet. Alors dans le livre, on a travaillé avec certains des auteurs hein, de Maspero. Là. Non, mais il y a des... C'est un volcan, Maspero, c'est un volcan. Pierre Jallet est très oublié. Ouais, elle est oubliée. C'est Maspero qui a fait en quelque sorte la vente de l'économie du tiers-monde depuis Il y a du tiers-monde de 100 000 exemplaires. Oui, c'est ça qui est